souhaité organiser cette conférence de presse ici à Versailles parce que la fédération soutient activement la candidature de Paris 2024 et à cette occasion on a souhaité associer les athlètes. Alors ceux qui sont déjà champions olympiques et ceux qui le seront un jour, je vais laisser Sophie Dubourg, directrice technique nationale, présenter les athlètes les plus connus et puis aussi ceux qui tendent à le devenir. Merci Mathias. Alors oui, Paris 2024, avant ça il y a bien sûr Paris 2020, mais aujourd'hui on parlera de Paris 2024 et on a cherché à faire plus qu'un clin d'œil en invitant nos jeunes talents. On a ici pour soutenir et qui seront déjà et encore pas trop vieux pour 2024, on espère. Et je les remercie d'être là. On excuse Philippe Rosier qui est sur la route, qui arrive et qui montait aussi un cheval à Palaiseau. Donc je remercie Roger Higos, Kevin Saut, Pénélope Lepréau et Philippe Rosier qui sont médaillés d'or par équipe. Philippe Gerda qui a mené cette équipe aussi et qui est ici un eurosélectionneur médaillé et pour lequel on a bien sûr à nouveau de belles ambitions pour la prochaine Olympiade et aussi pour Paris 2024. Pour Paris 2024, on a 3 jeunes athlètes. On a aussi essayé d'associer le concours complet et le dressage sur cet événement-là. Je remercie la présence de Stéphanie Briocel, qui était aux Jeux Olympiques à Rio dans cette belle équipe de dressage, qui est associée aujourd'hui à Jules Canusso. Jules, peut-être tu peux faire un petit signe. Jules, notre jeune talent du dressage qu'on espère bien revoir dans 7 ans ici sur ce site-là. Pour le saut d'obstacle associé à cette belle équipe médaillée olympique Rose de Valanda, un petit signe rose. Voilà, ça ce sont de jeunes talents. Et puis pour le concours complet, il est aujourd'hui le seul ambassadeur, je vous remercie d'être là, c'est Victor Lévesque, un jeune talent aussi déjà multimédaillé dans la discipline du concours complet. Aujourd'hui, pas de senior en concours complet, vous savez qu'une grande délégation est à badminton avec la proposition en dressage du lieutenant-colonel Thibaut Valette avec Yves Brio, avec un magnifique dressage hier et qui le met en tête de ce concours de badminton. Deuxième Astier aussi, Nicolas avec Piaf. Donc encore 5 Français aujourd'hui au départ du dressage. Et puis le reste des troupes, notamment olympiques, en concours à Chardy avec beaucoup de jeunes chevaux. Donc uniquement Victor ici. À nos côtés aussi Emmanuel Schramm qui est DTN adjointe pour la discipline du dressage, Michel Asseret à badminton. Et c'est le staff restreint pour en tout cas mener à bien sur la prochaine Olympiade toutes ces ambitions sportives. Merci Sophie. Alors avant de revenir sur le sport, sur la saison sportive et puis le projet olympique à venir, je vais passer la parole à Serge Lebon parce qu'on parle des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, un événement planétaire et populaire, et Serge a l'habitude de dire qu'un sport est grand quand il est populaire, et c'est vraiment ce qu'on souhaite, ce que souhaite la fédération des clubs pour l'équitation. Serge, je vous passe la parole. Oui, un rapide tour d'horizon sur l'équitation dans le paysage actuel. Comme soulignait Mathias aujourd'hui, un sport est grand quand il est populaire et c'est à ce dont on doit s'employer en permanence la fédération. Le haut niveau et la pénétration de nos activités et de la discipline équestre dans la population est tout aussi déterminante pour avoir une bonne santé et permettre de la fois évoluer au niveau national et au niveau international. C'est ce dont s'emploie la fédération, c'est son rôle majeur, d'abord d'apporter un outil éducatif par la santé, par le sport à tous nos concitoyens, et puis ensuite de travailler pour que les meilleurs puissent s'exprimer au plus haut niveau international. C'était une réussite en 2017, je ne vais pas rappeler les performances qui ont été tout au long de ces dernières années jusqu'aux Jeux Olympiques décrochées régulièrement. Aujourd'hui, on est tourné vers les prochaines échéances. Les prochaines échéances, c'est Tokyo, ça va arriver très vite. Il y a les Jeux mondiaux bien sûr avant. Donc notre travail est entièrement dirigé vers cet objectif-là, avec une équipe qui a montré qu'elle savait gagner et qui reprend les choses en main à travers la direction technique, Sophie et les entraîneurs et l'ensemble du cadre technique et les employés. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui l'équitation c'est un sport qui est devenu collectif puisqu'il se pratique
pratiquent essentiellement dans des clubs et dans des centres équestres. Les clubs disposent d'une cavalerie adaptée qui s'est améliorée considérablement ces dernières années. On compte dans les clubs affiliés à la fédération 1 million de cavaliers réguliers, dans plus de 5 milieux de pratique. C'est une réalité économique forte, avec quelques 25 000 enseignants ou dirigeants qui encadrent ces activités-là. Donc l'équitation dans le paysage sportif a, au-delà de sa mission éducative et sportive, une vraie démarche économique en ayant elle-même rassemblé les éléments nécessaires à son développement, en étant une des rares activités qui à la fois investit, paye ses frais de fonctionnement, paye des impôts, paye des taxes, les activités liées au cheval, liées à l'équitation sont tout à fait particulières et observées par le monde entier et par beaucoup de pays qui souhaitent développer l'équitation chez eux et qui viennent régulièrement consulter la fédération pour s'inspirer de notre modèle. Donc, on est à une période charnière parce que, bien sûr, on est à la veille des élections présidentielles et on pourrait imaginer que tout ça, ça nous passe au-dessus de la tête dans nos activités quotidiennes. Non, quand on a un peu de recul et quand on a maintenant, comme moi, rassemblé plusieurs expériences sur plusieurs décennies, on se rend compte que chaque période marque des tournants différents. Alors, cette dernière période, elle a marqué un tournant évident. C'est une compression de nos activités. Compression pour quelle raison? Parce que on est dans une situation économique qui est difficile, donc le pouvoir d'achat des familles est considérablement amputé. Il faut bien se rendre compte que toutes les années, ce qu'on a fait, et c'est une des raisons pour lesquelles on peut exprimer chacun que l'équitation est un sport populaire, le pouvoir d'achat, le revenu annuel des familles qui pratiquent l'équitation se situe entre 20 et 30 000 euros. Donc vous voyez qu'on est loin des clichés de sport de riche que l'on peut entendre parfois, et que lorsque l'économie nationale est difficile, on en prend directement l'impact. La deuxième chose qui est considérablement compliquée, c'est la mise en place des rythmes scolaires qui a vu une baisse des durées d'activité des établissements équestres et qui a eu une conséquence immédiate sur le nombre de licenciés, puisqu'on avait franchi la barre des 700 000, et là on est redescendu sur près de 650 000 licenciés. Et tout ça pour des raisons bien simples, c'est que jusqu'à présent on avait 3 jours, enfin jusqu'à cette mesure, on avait 3 jours d'activité par semaine offerts au public et qu'on nous en a pris une. Donc on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, ça c'est un vrai enjeu pour le développement, non seulement des activités équestres, non seulement pour nos disciplines, mais pour le sport en général, parce que on a transformé une éducation du sport qui se faisait dans les clubs, qui se faisait sur les stades auprès de personnes compétentes qui avaient consacré leur énergie à transmettre leur activité et souvent passionnée, à souvent une activité de culture physique, d'agitation dans les cours d'école, et ça au détriment du sport. Donc je pense que l'expérience sera prise en compte avec son bilan pour pouvoir réagir là-dessus et redonner au sport toute sa place au sein de la société. Et ça, c'est un des enjeux fondamentaux qui va se décider avec l'élection du comité olympique qui a lieu prochainement, parce que le rôle auprès des pouvoirs publics à la fois du comité olympique et des fédérations nationales est déterminant pour garder sa place et bien montrer tout l'intérêt qu'il y a à avoir un pays sportif avec des acteurs de développement engagés et avec des espaces d'expression nécessaires. Ensuite, il y a la TVA sur laquelle on travaille depuis plusieurs années, qui a été aussi un des facteurs militants. Et je pense rapidement ça parce que la fédération, c'est l'équitation en France, c'est bien sûr une action sociale, une action économique importante qui est liée aux conditions de l'environnement à la fois réglementaire et fiscal, et un des rôles de la fédération pour mieux accompagner son développement,
des activités équestres, pour mieux accompagner ces sportifs, pour mieux accompagner le sport, tant au niveau national que international, se doit d'être résolument engagé dans tout ce qui permet aux différents acteurs du cheval de se développer dans de bonnes conditions et d'avoir le meilleur environnement possible pour pouvoir consacrer son temps au travail nécessaire à nos activités. Donc la TVA, on arrive au terme. Il faut connaître que le gouvernement actuel nous a relativement bien accompagnés, en tout cas comme on ne l'avait jamais été, dans les mesures qui ont été mises en place pour compenser sommairement, bien sûr, les mesures fiscales qui sont intervenues sur l'augmentation de la TVA, et que l'accompagnement a été jusqu'au bout, et on attend beaucoup du prochain gouvernement pour poursuivre cet accompagnement, puisque les grandes décisions en termes de TVA au niveau européen vont être prises à l'automne, donc ça sera déterminant en tout cas pour l'avenir de nos activités. Et puis ensuite, la compétition. Alors la compétition, elle a bien traversé toute cette période un petit peu difficile pour tous, parce que si on a eu des difficultés à avoir une nouvelle population de cavaliers, à pouvoir se continuer son développement et élargir nos bases, on constate une très grande fidélisation dans les licenciés de la fédération, une augmentation importante de la moyenne d'âge de pratiquement 2 ans dans 5 ans, ce qui est la médiane des âges qui est important, et un développement constant de la compétition depuis 5 ans sans frein. Alors, développement léger, puisqu'en moyenne de 2% par an, mais en tout cas continu. Et puis dans l'organisation des compétitions, il faut le souligner, la France est actuellement au top des organisations, 12 5 étoiles cette année. C'est une performance qui n'a pas d'égal pour son pareil. Pour vous donner rapidement quelques chiffres, 100 concours internationaux en France qui cumulent 375 labels, à raison de 3 ou 4 labels par concours. C'est un vrai développement vers le haut niveau, et tout ça, ça nous donne les moyens, ça nous donne les conditions nécessaires pour développer un pool de talents qui brille et qui porte haut et loin l'équitation française. L'équitation française sans se faire d'ambiguïté sur le nom. L'équitation française dont on parle souvent, elle est vivante, elle se renouvelle dans les cavaliers, elle se renouvelle dans l'encadrement, et en tout cas elle tient sa place admirablement au niveau international. Donc on a toutes les conditions nécessaires pour que les activités repartent sur un bon pied pour retrouver un nouveau développement avec une base, une solidité comme on en a parlé. Voilà, merci à vous, et puis on reste à votre disposition ensuite pour aborder des sujets plus particuliers que vous pouvez souhaiter. Juste peut-être un petit point un peu, la TVA est vraiment un sujet qui nous anime tous parce qu'il en dépend de l'équilibre économique de l'ensemble des structures. Un petit mot de Frédéric sur les échanges en cours, puisqu'on est à un moment charnière. Donc la parole à Frédéric Wix, directeur général de la Fédération française d'équitation. Merci Mathias, bonjour à toutes et tous. Donc Serge vient de vous le dire, 2017 c'est une année charnière pour la TVA. Pourquoi? Parce que c'est l'année où la Commission européenne va faire une proposition pour revoir la TVA dans son ensemble, alors pas seulement les taux, mais notamment les taux, cette fameuse liste de prestations qui nous permettait jusqu'en 2012 d'avoir une TVA à taux réduit et qui permet aussi à d'autres États membres d'en profiter. Donc c'est au calendrier, c'est pour le mois d'octobre, septembre-octobre, je rentre de Bruxelles. On ne connaît pas encore l'option qui sera retenue. La Commission européenne avait fait deux options dans sa feuille de route il y a 1 an. Une option qui tendrait à donner plus de liberté aux États sur un certain nombre de produits, et puis une deuxième qui serait finalement une révision de la liste actuelle en listant des prestations qui peuvent bénéficier donc d'une TVA à taux réduit dans chacun des États membres. Voilà, donc cette question elle n'est pas tranchée. En tous les cas, ces années ont été mises à profit depuis les
mauvaise nouvelle et la condamnation de la France ont été mises à profit pour développer les contacts avec l'ensemble des acteurs européens, bien sûr la Commission, mais les parlementaires, et également nos homologues, parce que Serge tout à l'heure parlait d'un modèle unique. Ce modèle d'équitation que l'on connaît en France, ce modèle de développement, il n'est pas du tout partagé dans les autres pays, il existe que très rarement, et lorsqu'il existe, il est sous forme associative et il échappe à la fiscalité. Donc ça nous a permis aussi d'échanger avec nos homologues, et puis progressivement le modèle français il est copié, il est envié, et puis tant mieux, mais en tous les cas, d'une mauvaise nouvelle, on a essayé d'en faire des choses positives, parce que c'est un certain nombre de conventions, partenariats maintenant qui sont signés avec nos pays voisins, nos pays les plus frontaliers, et d'autres pays au-delà de l'Union européenne comme la Chine. Frédéric est délégué général de la Fédération française d'équitation. Il est également président de la FITE, la Fédération internationale de tourisme équestre. Le tourisme équestre, c'est une activité qui permet à beaucoup de nos concitoyens de venir à l'équitation quand ils n'ont pas fait forcément très jeune dans les poneys clubs. Un petit mot sur cette activité qui connaît non pas des réformes mais des évolutions avec vraiment une volonté de proposer des produits accessibles et faciles à utiliser pour les gens qui ne seraient pas peu ou pas encore cavaliers. Effectivement, le tourisme équestre est peut-être l'une des premières, peut-être pas sous cette appellation, mais en tout cas la promenade, la randonnée, la première aspiration d'un cavalier ou d'une cavalière qui pousse les portes d'un poney club ou d'un centre équestre. Ce tourisme équestre, on a cessé de dire qu'il était leader en Europe, effectivement, mais il avait aussi besoin d'évoluer, de se réformer, et on va dire qu'on est aujourd'hui dans un tourisme équestre 2.0 et tout un tas d'outils qui existent depuis de nombreuses années sont en train de se numériser pour être offerts au plus grand nombre. Je pense notamment à tout ce qui est ce que sont les itinéraires équestres à travers des outils que développe la Fédération française d'équitation avec un portail qui s'appelle GeoRando qui va ouvrir dans quelques jours, qui est la numérisation des itinéraires équestres où chacun va pouvoir contribuer, mais aussi récupérer un itinéraire pour aller découvrir un territoire, une région de France ou une région d'Europe. C'est également des grands itinéraires, donc dans le prolongement de ce que je disais avec les relations européennes, des relations avec nos pays frontaliers et des grands itinéraires qui vont sillonner progressivement le pays. Il y a eu l'inauguration l'an dernier de la route Napoléon à cheval. Ça sera dans quelques semaines à Chantilly, la route d'Artagnan à cheval, donc qui met en perspective 6 pays différents et qui met en valeur le travail qui est fait au quotidien par l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des acteurs des comités départementaux et régionaux qui travaillent sous l'égide de la fédération, avec ce travail de repérage de chemin, de balisage. Et puis le tourisme équestre n'existe que s'il est vendu. Et la vente, elle se fait bien sûr par des centres de tourisme équestre qui mettent en marché ces prestations avec un encadrement spécifique. Et ce qui fait vraiment la force du tourisme équestre français, c'est son encadrement avec très tôt, des années 70, des diplômes spécifiques qui ont été mis en place pour accompagner et guider les promenades et les randonnées. Et voilà, ces diplômes sont également exportés dans les autres pays du monde. Donc on voit bien là que l'équitation n'est pas une unique, mais qu'elle est très diversifiée, que la fédération englobe l'ensemble de ces sujets. Passons au sport et passons du même coup la parole à... Je voulais juste rajouter qu'il y a aussi un volet dont on parle assez peu, mais sur lequel la fédération est résolument engagée, c'est l'équitation et le handicap. On a commencé par faire une enquête pour connaître la situation des activités liées au cheval dans les différents handicaps de nos concitoyens. Et on a dénombré plus de 150 000 cavaliers avec handicap qui pratiquaient l'équitation et qui montaient à cheval. Donc ça, c'est aussi un facteur social fondamental sur lequel la fédération travaille pour l'accompagner. Voilà, donc place au sport, disais-je, et donc la parole à Sophie Bourg, directrice technique nationale, pour nous présenter le projet sportif de l'année et puis les perspectives à 4 ans à venir. Alors très simplement, je voudrais revenir sur les derniers propos de Serge et sur le nombre de 5 étoiles en France, notamment pour le jumping. C'est vraiment important pour nous. Je salue le retour des cavaliers, du talent des cavaliers, bien sûr, qui sont capables d'exceller sur ce plateau de niveau supérieur. Les propriétaires, leurs partenaires, bien sûr, mais aussi les organisateurs, puisqu'on a plusieurs
dans cette salle et je les salue et je les en remercie parce que c'est pour nous aussi une opportunité bien sûr d'acquérir un maximum de coupes. Vous savez, quand on organise un 5 étoiles en France, on a aussi un nombre d'invités de cavaliers français supplémentaires. Donc c'est une chance aussi pour nous bien sûr et l'institution qu'on représente de pouvoir bénéficier, des sélectionneurs vous en parleront mieux que moi, d'ouvrir un maximum de cavaliers, de couples et de chevaux, de nouveaux couples, ces compétitions de haut niveau. C'est aussi notre projet sur l'Olympiade, c'est toujours d'augmenter le réservoir de cavaliers potentiels, Jeux équestres mondiaux, mais aussi Jeux olympiques. C'est ce qu'on fait en année post-olympique. Les prochains JO arrivent très vite, c'est déjà seulement dans 3 ans. Cette année, c'est une année un peu de construction, d'ouverture des équipes. Vous avez pu le voir déjà sur les Coupes des Nations en saut d'obstacle, mais aussi en dressage en concours complet. On essaye d'ouvrir un maximum de nouvelles personnes, de nouveaux groupes cavaliers chevaux, les listes longues, le groupe équipe de France, et ensuite de labelliser au sein de ces listes longues des couples à potentiel Jeux équestres mondiaux puis Jeux olympiques. Donc c'est ce qui va être mené en 2017. On ne se met pas trop de pression sur les championnats d'Europe, même si les sélectionneurs bien sûr s'en mettent. Thierry Touzin pense que c'est le titre qui lui manque, donc il va tout faire pour amener ses troupes sur le podium des championnats d'Europe. Philippe Gardin nous en parlera. Yann Bébellement, c'est avec Emmanuel qui vous dira un mot, va continuer aussi de construire et de faire progresser tous ces couples pour être potentiellement bien sûr toujours médaillable en 2020. Je salue Philippe Rodier, qui était à cheval ce matin ici tôt et qui est reparti monter un cheval à Mantes et qui nous rejoint. Ah bah les autres, pardon, c'était la semaine dernière. Voilà, donc pour vous dire qu'on va crescendo en année post-olympique, on essaye d'ouvrir un maximum, on essaye en saut d'obstacle aussi d'avoir un maximum d'invitations sur les Coupes des Nations de Division 2, on essaye de répondre à nos jeunes talents qui sont ici, un maximum aussi d'expérience en équipe, puisque c'est ce format-là aux Jeux Olympiques qui prime, donc on essaye de les préparer au mieux. Je vais laisser la parole à Philippe Gardin et puis à Emmanuel qui nous diront un petit mot sur la préparation du dressage de l'obstacle et du dressage, sachant qu'en concours complet, les troupes sont à badminton déjà. Petit mot sur l'année 2017. Oui, bonjour tout le monde. Je vais répéter un petit peu ce que Sophie a dit parce que je n'ai pas tellement de nouveautés à vous apporter, si ce n'est que justement le rôle que m'a assigné au moment de la fédération, je pense que c'est une vision future, donc par la même occasion, on a essayé d'avoir le plus d'invitations possible pour les CSIO de deuxième catégorie, et même en Super League, on va essayer de faire éclore un nouveau couple, ou 3 ou 4, le plus possible, mais c'est sûr que c'est difficile au départ parce qu'on a plusieurs objectifs, même s'ils ne sont pas vraiment obligatoires, on se doit de rester en première division. Pour ça, il nous faut amasser le maximum de points en début de saison pour avoir encore l'opportunité, peut-être en fin de saison, de faire des équipes totalement new look. C'est ce qui est prévu parce que cette année, les championnats d'Europe, je ne veux pas dire que ce n'est pas l'objectif parce qu'on a été mauvais au dernier championnat d'Europe, donc avec la meilleure équipe possible. Donc j'espère bien que cette année, on va quand même ramener un bon résultat des championnats d'Europe, même si c'est une équipe qui sera peut-être un petit peu totalement différente dans les couples que l'était l'équipe olympique. C'est préparer des chevaux pour essayer de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques l'année prochaine lors des championnats du monde. Emmanuel. Il reste encore et toujours la formation et la densification de notre élite. On a la chance de repartir pour les années à venir avec Yann Bébellement, c'est notre entraîneur, avec lequel on a réalisé déjà un grand pas. On a beaucoup avancé. La qualification et la participation aux Jeux Olympiques en équipe a été une grande avancée pour nous et nous a permis d'acquérir une meilleure légitimité. On a réussi grâce à ça à avoir plus d'invitations dans les grands concours. On a eu cet hiver des cavaliers français invités sur les étapes Coupe du Monde, ce qui n'était pas le cas jusque maintenant. Voilà, donc l'effort reste à poursuivre, que ce soit auprès des jeunes, auprès des seniors. On a la satisfaction d'avoir beaucoup plus de couples maintenant qui arrivent dans ce niveau avec grâce à nos circuits grands nationaux et le resto. Les grandes étapes pour nous, ce sont bien sûr la qualification encore
aux prochains Jeux Olympiques. Et pour cette année, nous avons 3 coupes des nations majeures. La prochaine est très bientôt à Compiègne. Puis ensuite, nous irons à Rotterdam et à Isère. On a parlé un petit peu, on a parlé du symbole de cette candidature de Paris 2024, du soutien de la fédération pour cette candidature. Et c'est aussi pour ça qu'on vient inviter nos futurs champions à venir échanger avec vous aujourd'hui, parce que cette candidature de Paris, alors les Jeux Olympiques ils font toujours rêver, mais à Paris c'est quelque chose qui pourrait être voilà, c'est le projet d'une vie, et à eux qui sont en train de construire leur projet sportif d'avenir, j'avais envie de leur poser une question. Alors, ces Jeux à Paris, est-ce que tu en rêves tous les matins aujourd'hui? Évidemment, je pense que les Jeux Olympiques, c'est rêve de tout sportif, dans n'importe quelle discipline. Donc, pour moi, évidemment, depuis que je suis tout petit, c'est un rêve. Ça va en devenir progressivement un objectif. On a la chance d'avoir le trèfle appelé par la fédération des excellents cavaliers qui mettent le projet Paris 2024 au cœur de leur stratégie. Coupler des jeunes talents comme nous, on l'espère, et des cavaliers expérimentés qui ramènent des médailles magnifiques tous les ans, c'est une vraie chance, donc nous c'est l'opportunité. Et j'espère que Paris aura les Jeux Olympiques. Je pense que cette ville a toutes les cartes en main et j'espère qu'on sera présent pour cette échéance. On va passer la parole à Rose pour une question un peu similaire. Est-ce que toi déjà tu en rêves tous les matins ou pas encore? Oui, ça c'est sûr que je suis d'accord avec Victor, je pense que c'est le rêve de tout le monde. Après, j'ai plein d'objectifs avant aussi, comme les championnats d'Europe, les championnats de France, etc. Et on va tout donner pour pouvoir participer à ces JO. Et voilà, j'espère monter là-bas et ramener des médailles. Jules, est-ce que tu sens toi aussi pour le dressage et puis au sein de la discipline ce surcroît de motivation, et particulièrement chez tes jeunes homologues? Je pense que oui, les JO, pour moi c'est un rêve, et je pense en plus que les objectifs sont des objectifs proches, et les JO restent un rêve plus qu'un objectif. Ce sera un objectif quand on s'y approche. Il faut commencer par en rêver pour y arriver. Voilà pour nous. La parole est maintenant à vous si vous avez des questions par rapport à l'ensemble de ces points pour tout le monde. Pour la DTN, bon, quand on a atteint en tant que DTN tous les objectifs, on peut dire presque au JO, qu'est-ce qui vous a motivé pour repartir? Confirmé. Oui, non, confirmé, mais tout simplement parce que ça me passionne encore. Je pense que la réponse est aussi simple que ça. J'ai pas d'essoufflement, j'ai pas de fatigue, j'ai envie de le vivre encore et de le revivre encore mieux, avec plus de recul. On a encore des progrès à faire en dressage, on a récupéré la délégation des Paralympiques, donc ça c'est aussi un sacré challenge. Là, on n'a pas forcément besoin d'être challengé à 150% et tous les matins pour rester motivé. C'est un vrai sujet, on ne doit pas retrouver qu'en équitation, parce que lorsque l'on a gagné, que l'on repart, il faut que la compétence acquise qui est souvent forte, soit égale à l'envie de gagner à nouveau. Mais bien évidemment, le travail il est toujours encourageant, parce que c'est aussi des nouvelles équipes qui arrivent, des nouveaux shows, des nouveaux cavaliers, la démarche de lancer de nouveaux propriétaires dans l'aventure. Donc la motivation, on la trouve tous les jours. Serge m'a dit qu'il était inquiet parce qu'on n'a pas changé de président, on n'a pas changé de DTN, on n'a pas changé de sélectionneur. J'ai proposé de changer les cavaliers un peu.